Salut à tous, bienvenue sur Press Room. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne et ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui, on reçoit l'excellent Sylvain Louvet. Il a reçu le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux de notre métier. Et aujourd'hui, il dirige l'unité documentaire du HBO. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a déjoué la surveillance des services secrets chinois. Il y a une voiture qui arrive, et il lui fait comme ça, monte dans le taxi, et donc là, elle disparaît dans le taxi. La Chine a mis en place plus de 500 millions de caméras, une caméra pour 2 habitants. On voit 3 flics qui sortent de nos chambres. Ah, donc ils avaient fouillé ? Les Ouïghours étaient déportés par les Chinois pour être rééduqués. Il y avait très peu de journalistes qui s'étaient infiltrés aussi. On voulait vraiment montrer ça. Vous connaissez le truc, plus vous serez nombreux sur la chaîne et plus on pourra vous proposer des nouveaux épisodes. Alors abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ça tourne avec Sylvain Louvet. Suivi, localisé, traqué. Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire ? Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant ? Oui. La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects ? Salut Sylvain. Salut Esther. Merci d'être avec nous sur Press Room. On est hyper content de te recevoir. Tu as eu le prix Albert Londres. Alors j'ai le prix Albert Londres pour un documentaire qui s'appelle 7 milliards de suspects, qui a été diffusé sur Arte. Et l'objet de ce documentaire était en fait de démontrer comment les grandes puissances se livrent depuis plusieurs années à une course aux technologies de surveillance dans le but de contrôler la population. Et ça se matérialise comment ? L'idée de ce film, en fait, est née en 2017. En gros, j'ai mon producteur de l'époque, qui était mon voisin de bureau, qui m'envoie une vidéo d'un journaliste, d'un confrère de la BBC qui s'appelle John Sudworth, qui fait un reportage dans un commissariat de la ville de Guiyang, donc au centre de la Chine. Il est dans un commissariat et il lance un défi aux autorités chinoises. Il leur dit « Est-ce qu'avec vos caméras reconnaissance faciale, vous seriez capable de me repérer dans la foule ?» C'est quand même une ville de 3 millions d'habitants. Et juste à partir d'une simple photo d'identité. Et en 7 minutes, la police l'identifie et l'arrête. Et en fait, quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai commencé à enquêter sur le système de surveillance chinois. Et puis en enquêtant, je me suis rendu compte que la Chine avait mis en place plus de 500 millions de caméras, c'est-à-dire une caméra pour 2 habitants dans ce pays. Et que les caméras étaient non seulement permettaient de filmer, mais en plus c'était des caméras intelligentes. C'est-à-dire que c'est des caméras sur lesquelles ils venaient plugger une partie d'intelligence artificielle qui permettait de reconnaître des visages, aussi de détecter les émotions, de détecter des comportements suspects et même de traquer des minorités. Voilà. Et donc quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis demandé si on n'avait pas affaire là à une nouvelle forme de dictature qui serait une dictature numérique pour la toute première fois. Est-ce que les Chinois, ils avaient conscience que c'était un système liberticide ou ils le vivent comme ça, ou ça passe crème, quoi ? Pas du tout. Je pense que les Chinois ont intégré ce système c'est ça qui est flippant. En eux. Parce que je pense que c'est aussi une culture très très différente. Je pense que c'est aussi issu du communisme. Le communisme, c'est aussi le vivre ensemble et c'est aussi le fait d'arriver à peut-être régler des problèmes par l'intermédiaire d'un État centralisé et de se dire que finalement, être surveillé, c'est pas une mauvaise chose quand on n'a rien à cacher. Sauf qu'en réalité, vu de notre point de vue d'occidental, et même y compris pas que d'occidental, je trouve dans le monde entier, on a tous quelque chose à cacher, y compris même des Chinois, des citoyens chinois ont des choses à cacher. C'est tellement intégré à leur culture. On prend un exemple concret, mais vous avez par exemple à Shanghai des passages piétons où vous avez des caméras qui flaguent les gens qui ne traversent pas au bon moment. Et leurs photos s'affichent de l'autre côté de la rue. Dans cette société idéale, plus aucun piéton ne traverserait au mauvais moment, sous peine de voir son visage s'afficher sur un écran de l'autre côté de la rue. On peut recevoir quasiment l'amende en temps réel au moment où on fait une sortie de route. Et ça choque personne.
Pas trop, quoi. Je pense que ça choque beaucoup de monde, mais je pense que la parole est complètement muselée en Chine. Donc en fait, c'est absolument impossible de dénoncer ce système de surveillance parce que les risques sont très très importants. Et pour vous donner un exemple, quand vous êtes citoyen chinois, il y a une liste de mots, par exemple, à ne pas utiliser sur les réseaux sociaux. C'est quoi, c'est des insultes ou? Non, c'est des mots qui peuvent venir contredire le régime. Et quand vous citez Xi Jinping, etc., ça s'allume. Enfin, il y a je crois, des centaines de milliers d'enquêteurs qui enquêtent sur le Internet chinois et qui peuvent spotter les personnes qui, effectivement, ont tendance à critiquer le régime. Et donc, cette liste de mots, par exemple, elle est partagée par de nombreux opposants. Et il suffit que vous les utilisiez pour parfois vous retrouver avec la police qui débarque chez vous et qui vous enlève et vous disparaissez pendant 1 mois et demi, 2 mois. Personne ne sait où vous êtes. Il y a énormément de vidéos qui existent comme ça en Chine où on voit des perquisitions et puis on n'a plus de nouvelles de Chinois qui disparaissent complètement du jour au lendemain. Et ils reviennent plus. Alors, parfois ils reviennent, parfois ils ne reviennent pas. C'est plus rare, mais souvent quand ils reviennent, ils ne peuvent absolument plus s'exprimer. Et en gros, on leur explique vous n'avez pas à critiquer le régime chinois. Lorsque mon regard traverse la caméra, lorsque je cligne des yeux, c'est comme si j'entrais en contact avec la personne qui se trouve derrière l'écran. Nous créons ainsi un échange entre 2 êtres humains. Et à ce moment-là, ce système immense, ce contrôle infaillible et effrayant peuvent être temporairement oubliés. À un moment donné, tu as interviewé un artiste qui, justement, lui dénonce ce système. Est-ce qu'il a eu des problèmes? Est-ce qu'il avait le droit, finalement, de dénoncer le système comme ça? Alors, il a pris quand même un risque en témoignant. Je pense que le statut d'artiste le protégeait un petit peu. Gaoulou, c'est un artiste qui questionne beaucoup cette idée de système de surveillance généralisé, etc. Et lui, ce qui est hyper original, c'est qu'il a décidé de retourner le système de surveillance contre le gouvernement en se disant, étant donné qu'ils m'observent, moi-même, je vais les observer. Gaoulou est l'un des rares à oser dénoncer ouvertement ce développement fulgurant du Big Brother chinois. Tu t'es rendu compte donc qu'en Chine, il y avait ce système de surveillance généralisé extrêmement fort et tu as même découvert qu'il y avait un crédit social. C'est quoi exactement? Alors le système de crédit social, c'est un système de notation des citoyens qui est testé en Chine dans plusieurs provinces. C'est un truc assez hallucinant. Ouais, c'est dingue, c'est Black Mirror, quoi. C'est Black Mirror en vrai. Et le principe, c'est d'éduquer la population à être des bons citoyens. Et donc de valoriser les bons citoyens et de pénaliser les mauvais citoyens avec un barème de points qui est souvent inscrit sur la place du village. Donc vous avez, par exemple, vous pouvez perdre des points quand vous brûlez des ordures ou vous faites sécher du poisson dans la rue. Vous gagnez des points quand vous dénoncez votre voisin, quand il fait des choses illégales. Ce barème, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est que ça vous octroie des possibilités, par exemple, d'avoir des crédits et ça vous empêche, par exemple, de voyager si vous avez une mauvaise note. 为所有社会成员建立政务信用档案，依据信用分数高低划分为 AAA 到 D。我是 AA 信用等级，有什么激励措施？评职称，发展党员，享受政策扶持优先。我酒后驾驶，等级降为 B 级。很遗憾，你不能入党。我是法院老赖，等级降至 C 级。不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。 Et donc, vous avez des villes en Chine où vous avez même les plus mauvais citoyens qui sont affichés dans certains lieux publics. Vous avez la photo qui est affichée avec... D'ailleurs, même, ils avaient mis en place une sorte de messagerie spécifique pour les mauvais citoyens quand vous les appelez... La personne que vous essayez de joindre a été mal notée par le tribunal de la ville de Dengfeng. Merci de l'inciter à se responsabiliser et de l'aider à respecter la loi. Et ça a été une découverte de l'enquête où, effectivement, on a essayé d'aller creuser sur ce terrain-là pour essayer de comprendre pourquoi la Chine avait mis en place ce système de notation des citoyens. Lin Junhue. Ce sont ces travaux qui ont inspiré le gouvernement chinois et donné naissance au crédit social. Le système de crédit social
est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut rétablir l'éducation morale, l'honnêteté, les comportements vertueux. C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. C'est un membre du parti communiste chinois, évidemment, et tu l'attaques, quoi. Tu remets en cause son système. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre? Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité, que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez ? Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. C'est là que les emmerdes ont commencé. Ah, vas-y, raconte. Vas-y, raconte les emmerdes. En fait, on a commencé à tourner, on a fait des interviews avec des citoyens chinois de cette ville pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de ce système de notation. C'est utile pour nous, les paysans qui veulent s'installer en ville. Ça nous fait réfléchir pour nous améliorer. Cela permet de s'élever. Tout le monde veut avoir des points en plus pour devenir des résidents d'excellence. Chacun est responsable de son comportement, se surveille. Il faut avoir une bonne attitude, des bonnes habitudes. Comment voyez-vous les gens qui sont mal notés? Comment dire? Ceux qui ont des scores bas, on va un peu moins les fréquenter. Si on n'est pas vertueux, personne ne voudra vous fréquenter. On interviewe une jeune fille qui devait avoir 25 ans. On lui pose quelques questions. Et puis, juste après l'interviewer, elle commence à marcher dans la rue. Et il y a une voiture qui arrive. Elle se gare. Et on voit qu'ils discutent. Et il lui fait comme ça, monte dans le taxi. Et donc là, elle disparaît dans le taxi. On attend, il reste stationné. Puis ils partent. Et 300 mètres plus loin, on la voit redescendre. Donc là, on se dit, OK, en fait, on est radioactif. Ouais. Si la moindre personne qu'on interviewe, elle va être mise en danger. Et puis, on commence à faire des plans de ce centre de crédit social. Il faut qu'on fasse gaffe quand même parce que c'est quand même un bâtiment un peu sensible. Et donc, on commence à faire un plan d'illustration. Je tourne la tête et je vois une voiture noire qui passe à côté de nous, vraiment vitre fumée, et puis qui fait le tour du quartier et qui revient tout doucement et qui vient comme ça se garer juste à côté. Puis là, il y a 3 mecs qui sortent. Il y en a 2 qui se mettent derrière des buissons, qui commencent à prendre des photos de nous. Et puis, il y a le 3e qui vient, hyper sympa, qui s'allume une cigarette. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà. Alors, on lui dit, voilà, on est journaliste, mais alors, là, je sais pas pourquoi, mais c'est le premier truc qui m'est venu. On est snapchatteur. Ouais. On fait des formats pour Snapchat, on parcourt le monde sur voyage. Donc évidemment, ils nous croient pas du tout, ou ils nous croient à moitié. C'est des agents de renseignement, quoi. Oui, je pense que ça devait être des agents de renseignement. Et puis, je sais pas pourquoi, le premier truc qui m'est venu, je dis pour valider mon truc, j'ai noté une photo de Cyril Hanouna. Ah ouais. Donc, je dis Cyril Hanouna, yes, French, he's French, very famous. Et donc ils me regardent comme ça avec des yeux, et ils font d'accord. Ouais. Et je vois que Xavier, notre fixeur, commence à flipper et il dit c'est pas bon, ils sont bizarres, il y a quelque chose qui va pas. Et puis là on voit une voiture passer autour de nous, une 2e voiture, une 3e voiture. On fait en fait ils vont pas du tout nous lâcher. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin du tournage. On est suivis en permanence. Donc ils vous suivent en voiture, ils vous suivent à pied. Ils nous suivent. Il y a toujours des voitures. Alors nous, on voulait continuer à valider notre alibi de Snapchatter qui parcourt le monde. Donc on s'est dit, on va aller faire des jump pictures sur la plage. D'accord. Voilà, des photos de touristes. Où là, du coup, on se retrouve en plus un peu stressé. Où on avait les 3 voitures qui nous suivaient en permanence et on se retrouvait à faire des fausses photos, à sauter sur la plage. Enfin, le truc était lunaire, quoi. Ouais. Donc du coup, on rentre à l'hôtel et là, quand on arrive à l'hôtel, on monte dans le couloir de la chambre et on voit 3 flics qui sortent de nos chambres. Ah, donc ils avaient fouillé? Donc ils avaient fouillé les chambres et puis ils nous regardent et ils partent dans l'autre direction. Donc ils essayaient même pas de se cacher, Non, ils essayaient pas et en plus, on avait quand même pris des précautions avant de partir. Il y avait tout un système qu'on avait mis en place pour essayer justement
de pouvoir ramener des rushs en France, parce qu'on savait que ça risquait de se produire. Tu peux pas en parler? Si, je pense que c'est... Alors juste, il faut expliquer ce que c'est que les rushs, au cas où les rushs, oui. c'est un disque dur où il y a toutes les images que vous avez tournées, en fait. Exactement. Donc c'est vraiment ultra précieux parce que c'est pour ça qu'on tourne, quoi. C'est ce qui nous permet de monter le documentaire. Comment vous aviez fait alors pour mettre en sécurité les rushs? Alors, on avait mis en place un système de disques durs cryptés où en fait c'était quasi impossible de rentrer à l'intérieur des disques durs même s'ils les saisissaient. Après, moi j'avais téléchargé, bon, je le dis, j'espère que d'autres collègues utiliseront peut-être plus cette technique après cette interview, mais j'avais téléchargé une application qui permet de filmer sur son téléphone portable sans voir l'écran, où les fichiers viennent se glisser dans un autre fichier. Donc si on va sur ton téléphone dans photo, on verra pas les vidéos, c'est ça? Ok. Donc ça se met ailleurs. Voilà, parce qu'on pouvait pas partir avec des caméras cachées cette fois-ci parce que on pensait que ça allait être là pour le coup, on risquait d'être accusé d'espionnage si jamais on se faisait avoir. Alors qu'un téléphone, ça pouvait peut-être. Tout le monde a un téléphone. Ouais. Et puis les caméras cachées, quand tu passes à l'aéroport, on peut le griller, quoi. Exactement. Et donc quand ils sont sortis de nos chambres, on s'est dit est-ce qu'ils ont fouillé dedans, est-ce qu'ils ont pris des trucs, ils avaient rien volé. On voit qu'ils dorment sur le parking de l'hôtel, donc on avait vraiment les agents qui passaient vraiment véritablement la nuit avec nous. Ouais. Et puis le lendemain, ils étaient encore là. Et donc il faut qu'on arrête. Donc on est rentré, on a décidé de prendre des billets. On a dit il faut vraiment qu'on joue la carte touriste, en tout cas Snapchatter pendant un petit moment, pour au moins calmer un tout petit peu la filature. On prend notre avion. Et là, truc surréaliste, on arrive dans l'avion et se retrouve à avoir le même siège que d'autres passagers. Ce qui arrive jamais. Oui, voilà. Bah oui, dans un avion, non. Et donc on va voir l'hôtesse, on lui dit mais ça ce sont nos sièges. Et là, il y avait un agent qui était vraiment un mec assez costaud derrière, qui nous regarde et qui regarde l'hôtesse et qui dit non, ils sont là, comme ça. Et donc on était, c'était quand même, on a passé tout le vol, donc moi j'avais le mec qui était derrière et qui du coup... Vous surveillez en fait. On a pris 6 ou 7 vols internes et ça s'est produit dans quasiment tous les vols. Il y avait d'autres gens à votre toujours. On avait les mêmes sièges et toujours il y avait quelqu'un qui était derrière nous. En fait, ils vous avaient mis pour juste en face de lui pour pouvoir vous surveiller et pour pouvoir vous écouter, etc. Donc on faisait un film sur l'ultra-surveillance et on était surveillés en permanence. Mais comment tu te sentais à ce moment-là? T'étais en stress? Tu t'es dit mince, je vais jamais réussir à sortir le film? T'étais dans quel état d'esprit? En fait, on est pris dans une énergie qui fait que on est un peu inarrêtable. C'est pas du tout le fait d'être tête brûlée, mais c'est de vouloir ramener ce qu'on s'était promis de ramener avant de partir. Donc en fait, on est à tout prix. On est un peu à tout prix. C'est vrai. Dans le film, tu vas dans la province la plus surveillée du monde. C'est là où vivent les Ouïghours, donc les Chinois musulmans. Et là-bas, t'as pas été vraiment le bienvenu. Nous, notre objectif, c'était d'aller au Xinjiang parce qu'on voulait vraiment démontrer que le Xinjiang était un laboratoire technologique à ciel ouvert qui venait traquer des minorités ethniques. C'était ça notre objectif. Nous, on y partait parce que en 2017, il y avait eu des premières images qui étaient apparues sur Internet, des images satellites sur la construction de camps dans lesquels justement les Ouïghours étaient déportés par les Chinois pour être rééduqués. Ces camps étaient le symbole de la dictature numérique parce que la Chine expérimentait énormément de choses dans ce territoire. À l'époque, en 2017, on parlait de plusieurs centaines de milliers de Ouïghours qui étaient détenus dans ces camps. Il y avait très peu de journalistes qui s'étaient infiltrés au Xinjiang et on voulait vraiment montrer ça. Donc on arrive là-bas et au sorti de l'aéroport, on prend un taxi complètement au hasard. Vraiment, on en laisse parce que justement, on avait peur que le premier ou le deuxième soit des taxis qui étaient mandatés pour donc on attend, on laisse passer 1, 2, 3 et on prend le premier dont on pensait qu'il y avait rien à voir avec des agents chinois ou quoi que ce soit. Donc on monte dans le taxi, puis dans la conversation on commence à échanger et puis au bout de quand même une petite heure, il nous dit que son père est détenu dans un camp de rééducation. Il a pris 4 ans et qu'il n'arrive pas à le voir. Donc on lui dit mais est-ce que vous savez où est ce camp? Il dit oui. Il dit mais moi-même je peux pas y rentrer. Et on lui dit mais est-ce que vous pensez que ce serait possible de nous amener là-bas demain pour qu'on puisse prendre quelques images et ramener ça en France? Et il nous dit si on passe devant uniquement, que vous prenez quelques images, c'est possible.
On rentre dans la ville et là on découvre un espèce de Truman Show, c'est-à-dire vraiment géant où les minorités font des danses traditionnelles devant les touristes, les quelques touristes, parce qu'il y a très peu de touristes mais qui sont là. Sur les mosquées, il y a des affichages du Parti communiste et des messages qui défilent en disant tous les citoyens doivent être unis comme des graines de grenade. Donc c'est quand même assez dingue. Ouais. En fait, il faut savoir quand même que le Xinjiang, quand vous arrivez, bon, il y a des caméras à reconnaissance faciale dans chaque coin de rue, que les voitures de police avaient des micros qui enregistraient les conversations, qu'ils avaient même mis en place des boîtiers dans les domiciles des Ouïghours pour enregistrer les conversations. Donc, les gens ne pouvaient pas discuter de politique à la maison, ils étaient obligés d'aller dans les montagnes pour aller parler. Et qu'en fait, tout ce système de surveillance était mis en place pour éviter en fait toute dissidence, pour vraiment, encore une fois, mettre sous cloche cette minorité. Et quand on commence à poser des questions, parce qu'on voulait savoir ce que pensait la population de ce qui se passait ici, tout le monde refuse, nous dit non, prenez mes fruits et légumes, etc. Vous êtes de la communauté ouïghour ? Non, merci. Bonjour, on peut vous poser une petite question ? Non, désolé. Non, pourquoi ? On ne peut pas parler politique ici. Par contre, si vous voulez parler de nos produits locaux, pas de souci. On parle d'une répression du gouvernement chinois envers les Ouïghours. Vous en avez entendu parler ? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non. Et puis, on rentre à l'hôtel et en fait, on repère un mec qui était dans le marché et qui était dans le hall de l'hôtel. Je sais pas du tout comment on a réussi à repérer, mais vraiment, on s'est dit, tiens, mais sa tête, on l'a pas déjà vue là-bas. Donc on s'est dit, bon, ça y est, en fait, ça va être galère. Vous êtes repérés, quoi. Voilà. Et donc, comme il fallait quand même qu'on prévoie le voyage pour aller filmer ces camps, le seul moyen de le faire, pour se parler en étant tranquille, parce qu'on savait très bien que les chambres étaient sonorisées, dans l'hôtel, il y avait un karaoké. Et donc du coup, on s'est retrouvés, on s'est dit le seul moyen de se parler, tellement cliché le karaoké en Chine, quoi. Le seul moyen de se parler librement, c'est de mettre la musique à fond. Et puis on a réservé un karaoké et on a fait notre briefing pour le lendemain dans une espèce de son de karaoké chinois. Sauf que, le matin, notre fixeur nous dit « Venez dans la chambre, il y a un truc qui se passe ». Le chauffeur que vous avez interviewé, les policiers sont venus chez lui. Il a été arrêté. Ils lui ont posé des questions sur vos liens, etc. Et on lui dit « Mais est-ce qu'il est en danger ?» Et il nous dit « Ça va. Par contre, il ne pourra pas vous emmener voir les camps. » Et donc, le lendemain, un deuxième chauffeur arrive. Et très vite, il nous dit « Vous montez dans la voiture avec moi, mais vous ne posez aucune question. » Comme ça. Là, nous explique que lui, en tant que Ouïghour, il a un QR code sur sa porte. Ce QR code servait aux policiers à savoir la composition du foyer dans chaque maison et de savoir combien de Ouïghours, finalement, vivaient dans telle ou telle maison. Je vais faire un parallèle qui est peut-être un peu choc, mais ça me fait penser à l'étoile juive, à l'étoile jaune au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un truc où on cible une communauté, on le met sur la porte et on dit, voilà, on va pouvoir les suivre. Et il nous parle aussi d'une application que les policiers chinois ont, qui leur permettent d'aspirer les données du téléphone sur les chauffeurs de taxi. Une application qui sert en fait à déterminer le niveau de dangerosité des citoyens dans cette province, sur la base de critères complètement hallucinants. Genre genre par exemple, si vous avez des appareils de musculation, vous avez acheté des appareils de musculation chez vous, que vous consommez un peu trop d'énergie, que vous avez tendance à sortir par la porte de derrière plutôt que par la porte de devant. En fait, les policiers notent dans cette application tous les éléments qui peuvent conduire à vous considérer comme suspect. Ouais. Et c'est sur ce critère, sur la base de cette application, que les Ouïghours sont classés et sont ensuite envoyés dans des camps pour tous ceux qui jugent comme étant les plus dangereux. Et puis, dans le même temps, le chauffeur avance vers le camp de rééducation. Et puis, je vois qu'effectivement, il y a un gros 4x4 vert qui nous suit. On commence à prendre cette première image.
Et puis on fait le tour, et là le 4x4 vert commence à nous barrer la route et à faire en sorte d'essayer de nous empêcher de filmer. De là où nous sommes, nous pouvons apercevoir des caméras de vidéosurveillance. Une voiture de police et ses inscriptions sur la façade. Donc, on a nos rushs, puis quand on sort de la voiture, là on se fait arrêter. Et là, ils nous disent, vous pouvez pas repartir, vous devez venir au commissariat avec nous, etc. Vous faites arrêter. On fait arrêter. Donc là, j'avais la carte mémoire dans mes chaussettes. Hein Mon chef-op avait, je sais plus où il avait mis, enfin on en avait plusieurs. Et je tournais avec mon fameux téléphone qui enregistrait sans que ça se voit sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Contrôle de papier. 没问题吧？没问题。不能对着车跑。什么？不能对着车跑。不能在这上跑？为什么？不是，为什么呢？没有这个东西啊。你们是采访啥内容？你说呢？你们为啥要问安检的？采访我们景区说我们要这个上了。 Donc il efface les clips des camps, il efface... Sauf que vous aviez des sauvegardes. Voilà, sauf qu'on avait mis des sauvegardes un peu partout. Sauf que le clip d'après, c'était mon chef-op qui était en train de les tourner. Aïe. Et à ce moment-là, je vois une goutte de sueur sur le visage de mon chef-op. Il dit, bon, en fait, on va être plus ferme et on va jouer, on va gueuler et on va dire qu'on a le droit d'être là et on monte dans un taxi. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On a chopé le premier taxi, ils nous ont suivis jusqu'à l'hôtel. On a chopé nos valises. J'avais toujours la carte mémoire dans les chaussettes. Et on a décidé de prendre le premier avion qui partait pour rentrer... à Paris. Quelle histoire. Ouais. T'es rentré crevé, non? Épuisé. Ouais. Complètement rincé. Il y a une séquence aussi qui m'a fait pas fait rire, mais où je me dis quand même il y va, c'est quand il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui vient à Paris. T'arrives à t'incruster dans une réunion. Just one question, please. Does the fight against terrorism justify to put more than 1 million Uyghur in relegation camp? Mr. Wee. Sorry? Ça arrive au terme de 1 an d'enquête où tu as entendu des Ouïghours te parler aussi des tortures qu'ils ont subies, des stérilisations forcées, des électrocutions sur des chaises, des familles entières déportées. Tu arrives avec ce bagage et tu te dis, en fait, je suis pas journaliste uniquement, mais je dois représenter leur voix. J'y viens avec une cause. J'y viens pas pour moi ou pour me faire briller parce que j'ai juste envie d'aller interpeller un ministre parce que ça me fait plaisir. You are accused by international NGO of human rights violation in Xinjiang. What do you say about that? Certains diraient que c'est du militantisme. C'est pas du tout du militantisme. C'est juste que factuellement, on a des éléments qui montrent que ce qu'ils font, déjà, est répréhensible. On arrive avec ça, avec cette indignation, et il faut arriver à se canaliser pour poser une question qui reste journalistique. Et est-ce que toi, tu as toujours voulu être journaliste? À la différence de beaucoup de journalistes, ça n'a pas du tout été une vocation. Moi, à la base, je peux le dire, j'étais quand même un peu paumé jusqu'à 25 ans. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la musique, je faisais des études de philo et de sociaux. Et puis, c'est vraiment les stages. Moi, j'ai commencé vraiment bas de l'échelle. Je faisais les cafés et photocopies. Pendant les premières années à CAPA, quand j'ai intégré l'agence CAPA, j'ai eu la chance d'avoir un stage que je décrochais là-bas. Comme moi, d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à l'agence CAPA. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai commencé en stage à l'agence CAPA. Mais je crois qu'on n'était pas la même année. Ah ouais? Ouais. À l'époque, on était peu de stagiaires à CAPA. Ouais. Et moi, en fait, je suis arrivé à un moment où il y avait vraiment les journalistes des cadors. de dingue.
Il y avait des Grégoire Degnaud. Il y avait Grégoire Degnaud. Diego Buñuel. Il y avait Diego. Et puis très rapidement, en fait, ils avaient besoin, les rédacteurs en chef, de revues de presse tous les matins pour savoir, se tenir au courant de l'actualité, etc. Et moi, je passais 5 heures à la photocopieuse pour photocopier tous les titres de presse, les classer par thème et stabiloter les passages importants. Et je peux même vous dire qu'il y a des titres qui sont ultra galères parce qu'il y en a qui sont en A3. Et c'est une tannée pour les photocopier. Et donc, j'ai passé du temps à faire ça. Et j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, le journalisme d'investigation, comment travailler des sources, vraiment en observant. Et à la fin de mon stage, on m'a dit... on a une émission politique, on a besoin de petits jeunes. C'était à l'époque du lancement du Petit Journal, qui s'appelle Quotidien maintenant. Et ils avaient besoin de jeunes pour aller parfois sur le terrain, etc. Et en fait, moi, j'ai fait la première campagne de Sarkozy. En 2007. Ouais, en 2007. J'ai fait les premières interviews politique où j'arrivais, j'avais une question à poser, puis tu savonnes parce que t'es en stress total. Enfin voilà, j'étais tous les échecs du début, quoi. Et à ce moment-là, après, j'ai été débauché pour arriver dans une agence de presse, parce que c'est comme ça que le métier fonctionne. Et pendant 6 ans et demi, j'ai dû faire 10 envoyés spécial, 10 capitales, 3 docs du dimanche, tous les formats en fait possibles, des reportages, des spéciales investigations, donc énormément de choses. On avait parfois 2 documentaires ou 2 reportages à faire en même temps. Moi, je dormais au bureau. Ah ouais, carrément. Il y a des moments, véritablement, je dormais au bureau, je comptais pas du tout mes heures. Et puis effectivement, je sais pas, j'ai chopé le virus et je sais pas expliquer, mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement ma vocation. C'est complètement fait pour moi, quoi. De rencontrer des gens, de discuter, de raconter des histoires, de monter des images, de tourner. En fait, ce métier est véritablement le meilleur métier du monde, quoi. T'adores. Ah, mais je sais pas, en fait, si j'aurais pu vivre toutes ces expériences si j'avais pas été journaliste. Bon, merci beaucoup, Sylvain. Merci. Bonne continuation, merci d'être venu. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode. Nous sommes un média indépendant, alors n'hésitez pas à nous faire un don sur Tipeee, vous trouverez le lien en description. À bientôt sur Press Room.